Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème d'Ascoli qui caractérise les parties compactes de l'espace des fonctions continues d'un espace métrique compact à valeur densée. Son énoncé est le suivant. Soit X, un espace métrique compact, et soit A, une partie de l'ensemble des fonctions continues de X à valeur densée. On ira toujours ce dernier espace de la norme infinie. Alors les assertions suivantes sont équivalentes. Première assertion, la fermeture de A est compacte. Deuxième assertion, A est équicontinue et, pour tout x dans grand X, la partie A de x, c'est-à-dire l'ensemble des f de x tel que f appartient à A, donc c'est une partie de C, et bien cette partie-là est bornée. On va commencer par rappeler qu'est-ce que c'est qu'une partie équicontinue. Une partie équicontinue, c'est un ensemble de fonctions qui sont continues, mais qui sont continues de la même façon. Alors précisons ça. Une fonction f de x dans C, elle est continue sur x, par définition, lorsque, pour tout x dans grand X et pour tout epsilon positif, il existe un réel delta positif, tel que pour tout y dans x, dès que la distance entre x et y est plus petit que delta, alors le module de f de x moins y est plus petit que epsilon. Eh bien, une partie A inclus dans C de x, elle est équicontinue sur x lorsqu'on a la même chose, et ici on peut rajouter le pour tout f dans A, c'est-à-dire pour tout x dans grand X, pour tout epsilon, il existe un delta, et le même delta pour tous les f dans A, tel que pour tout y dans x, si la distance de x et y est plus petit que delta, alors le module de f de x moins f de y est plus petit que epsilon. On va avoir besoin aussi pour la démonstration de la notion de partie uniformément équicontinue. Eh bien, c'est la même chose que quand on passe de continu à uniformément continu. Quand on passe d'équicontinue à uniformément équicontinue, eh bien, il y a une inversion de quantificateur, c'est que le delta qu'on choisit ici, il va toujours dépendre de epsilon, bien sûr, mais il ne dépendra pas de x. C'est le même delta pour tous les x. Et donc une partie de l'ensemble des fonctions continues de x dans C, elle est uniformément équicontinue lorsque, pour tout epsilon positif, il existe un réel delta tel que pour tout f dans A, pour tout x dans grand X, et pour tout y dans grand X, dès que la distance de x et y est plus petit que delta, le module de f de x moins f de y est plus petit que epsilon. Alors, ces deux notions sont liées, elles sont liées comment? Par le théorème de Hein, qui vous dit qu'en fait, si vous partez d'un espace métrique compact, eh bien toute partie de C de xc qui est équicontinue, elle est en fait uniformément équicontinue. La preuve de ce théorème, je ne vais pas la faire, c'est un très bon exercice, mais elle ressemble beaucoup à la preuve qui vous dit que si vous avez une fonction qui est continue sur un compact, en fait, elle est uniformément continue. Pour démontrer le théorème d'Ascoli, on va utiliser aussi cette propriété des espaces métriques compacts, qui est qu'un dans un espace métrique compact, il existe toujours une suite d'éléments qui est dense dans cet espace-là. Il existe une partie dénombrable dense, toujours dans un espace métrique compact. Et ça va être crucial pour la démonstration du théorème. Alors passons maintenant à la démonstration du théorème, justement. On va commencer par l'implication facile. On va supposer donc qu'on part d'une partie A de l'ensemble des fonctions continues de x dans C, dont l'adhérence est compacte. Et on va démontrer que cette partie est équicontinue et que les A de x sont tous bornés. Alors, ce qui est le plus facile, c'est la deuxième partie, de démontrer que tous les A de x sont bornés. Pourquoi? Parce que comme A bar est compact, A bar est borné, donc A qui est contenu dans A bar est aussi borné. Et donc il existe un réel M positif, tel que pour tout f dans A, la norme de f infini est plus petit que M. Mais maintenant, si je regarde un x dans grand X, eh bien, module de f de x est plus petit que la norme de f infini. Et donc, quand j'ai f dans A, module de f de x est plus petit que M, et A de x est borné. Donc, il n'y a aucun problème pour ça. On va ensuite démontrer que A est équicontinue. Et en fait, on va démontrer qu'elle est équicontinue en chaque point. Alors équicontinue en chaque point, c'est la définition qu'on a donnée tout à l'heure en fixant le x, hein, et être équicontinue, c'est être équicontinue en tous les points de grand X.
Donc on considère epsilon positif et x dans grand X et on va montrer que A est équicontinu en X. En fait, on va même mettre un peu plus fort, on va démontrer que A bar est équicontinu en X. Donc on fixe f dans A bar, et on sait que f elle est continue elle-même en X déjà. Donc j'écris la définition de la continuité. Il y a un delta f positif, tel que pour tout y dans grand X, dès que la distance de x et y est plus petit que delta f, le module de f de x moins f de y est plus petit que epsilon. Alors ensuite, on va démontrer que cette propriété-là, elle est presque vraie, non seulement pour f ici, mais pour les fonctions qui sont proches de f. Alors précisément, on va voir que si la norme infinie de g-f est plus petite que epsilon, alors pour tout y dans x, tel que la distance de x et y est plus petit que delta f, on a module de g de x moins g de y qui est plus petit que 3 epsilon. Et comment on fait pour faire ça? On va faire comme on fait d'habitude avec l'inégalité triangulaire. On va passer par f de x et f de y. Donc on écrit que le module de g de x moins g de y est inférieur ou égal à module de g de x moins f de x, plus le module de f de x moins f de y, plus le module de f de y moins g de y. Et ça ici c'est plus petit que epsilon, c'est ce epsilon là, parce que la norme de g moins f infini est plus petite que epsilon. Ça ici c'est aussi plus petit que epsilon, c'est ce epsilon là, puisque f de x moins f de y est plus petit que epsilon, puisque la distance de x et y est plus petit que delta f. Et le troisième epsilon, c'est cet epsilon là, toujours parce que la norme infinie de g moins f est plus petite que epsilon. Alors en plus, et là on va utiliser maintenant la compacité de A bar. A bar c'est contenu bien sûr dans la réunion pour tous les f dans A bar des boules de centre f et de rayon epsilon. Et comme A bar est compact, de ce recouvrement ouvert ici, je peux extraire un sous-recouvrement fini. Et donc il existe F1, Fn dans A bar, tel que A bar, c'est contenu dans l'union pour k égale 1 à grand N des boules de centre Fk et de rayon epsilon. Alors moi, ce que je veux ici, bien sûr, c'est trouver ici un delta qui marche pour tous les f. Je veux il existe delta tel que pour tout f dans grand A, pour tout y dans x. Et bien le delta que je vais choisir, ça va être le minimum des deltas associés à chacun des f1, f2 jusque fn. On va donc poser delta, le minimum de delta f1, delta f2 jusque delta fn. Bien sûr, c'est strictement positif. Et ensuite, on va considérer n'importe quel g dans A bar, et n'importe quel y dans x, tel que la distance de x à y est plus petit que delta. Eh bien, comme A bar, c'est la réunion des boules de centre Fk et de rayon epsilon, eh bien il existe I dans un N, tel que G, ça appartient à la boule de centre Fi et de rayon epsilon. Et puisque la distance de x à y est plus petite que delta, donc est plus petite que delta Fi, eh bien en reprenant le calcul là, c'est ce calcul là qui nous le dit, on sait que g de x moins g de y est plus petit que 3 epsilon. Alors regardons maintenant tout ce que j'ai mis en rouge. J'ai pris n'importe quel epsilon positif, n'importe quel x dans grand X, et j'ai dit qu'il existait un certain delta que j'ai calculé ici, tel que pour tout g dans A bar, pour tout y dans grand X, tel que la distance de x à y est plus petite que delta, on a g de x moins g de y est plus petit que 3 epsilon. Et bien ça nous dit exactement que A bar est équicontinu. Passons maintenant à la réciproque. On considère donc A, une partie de l'ensemble des fonctions continues de x dans C, une partie qui est équicontinue, est telle que pour tout x dans grand X, l'ensemble A de x est borné. On va même utiliser un petit peu plus que la partie est équicontinue, on va pouvoir utiliser qu'elle est uniformément équicontinue. Notre but, c'est de montrer que l'adhérence de A est compacte. Et pour ça, il suffit de démontrer que si Fn est une suite de A, elle possède une suite extraite convergente. On va suivre la stratégie suivante. On va considérer xk une suite d'éléments de x dense dans x. Ça, on peut le faire puisque x, c'est un espace métrique compact. On a vu ce lemme dans les préliminaires. Première étape, on va construire une suite extraite f(n) de fn, telle que pour tout k supérieur ou égal à 1, f(n) de xk converge. Pour ça, on va utiliser un procédé diagonal,
est le fait que chaque a de x est borné, et ici même chaque a de xk est borné. Et cette preuve va ressembler beaucoup à la preuve du fait qu'un produit de plusieurs espaces métriques compacts reste compact. Ensuite, eh bien, on va démontrer que la suite f phi n, pour la même fonction extractrice phi ici, est de Cauchy. Donc bien sûr, on va utiliser cette propriété-là, et c'est à cet endroit qu'on va utiliser que A est uniformément équicontinu. Et ensuite, on pourra conclure facilement, hein, puisque l'ensemble des fonctions continues de x dans C est complet, et donc quand on a une suite de Cauchy, elle est convergente, et donc on aura fabriqué une sous-suite convergente de Fn. Alors allons-y, c'est parti. Donc on va essayer de construire cette fonction extractrice, et on commence par la suite Fn de x1. Fn de x1, c'est une suite bornée, puisqu'elle est contenue dans A de x1, une suite bornée de nombres complexes, et bien une suite bornée de nombres complexes, par le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle admet une sous-suite convergente, que je vais noter f phi 1n de x1. Alors je vais continuer maintenant pour x2. Mais je ne vais pas partir de fn de x2 parce que je veux que ça se passe bien aussi en x1. Je vais partir de f phi 1n de x1. Ou plutôt f phi 1n de x2. F phi 1n de x2, c'est une suite bornée de nombres complexes. Et elle admet donc une sous-suite convergente. Alors il faut faire attention à comment on écrit une sous-suite convergente, une sous-suite de f phi 1n. Une sous-suite de f phi 1n, c'est une suite qui s'écrit f phi 1 rond phi 2 n. Ici, c'est bien phi 1 rond phi 2 parce que c'est des phi 1 particuliers et pas phi 2 rond phi 1. Donc f phi 1n de x2, elle admet une sous-suite convergente qui est f phi 1 rond phi 2 n de x2. Et si je regarde ce qui se passe en x1, bien f phi 1 rond phi 2 n de x1, c'est une suite extraite de f phi 1 n de x1. Comme cette suite-là convergeait, cette suite extraite-là reste aussi convergente. Et ce qu'on a fait avec x2, on va le refaire pour les autres xk. Et on construit ainsi, pour tout k plus grand que 1, une fonction phi k de n dans n strictement croissante, telle que f phi 1, rond phi 2, rond, etc., rond phi kn de xk convergent. Et maintenant, on va essayer de construire vraiment l'application phi. Et c'est là qu'on utilise le procédé diagonal. Pour n plus grand que 1, on va poser phi de n égale phi 1, rond phi 2, etc., rond phi n de n. Alors on commence par remarquer que la fonction phi, elle est strictement croissante. En effet, pour n supérieur ou égal à 1, on a phi 1, rond, etc., rond phi n, appliqué à phi n plus 1 de n plus 1. Et bien comme phi n plus 1, elle est strictement croissante, et elle vérifie que phi n plus 1 de k est plus grand que k, pour tout k. Donc ici, phi n plus 1 de n plus 1, c'est plus grand que n plus 1. Et comme ici, phi 1 rond phi n est aussi croissant, on a ici cette inégalité-là, c'est supérieur ou égal à phi 1, rond, etc., rond phi n de n plus 1. Et là, on utilise maintenant que ça, c'est une composée d'application strictement croissante, donc elle est strictement croissante, et donc c'est strictement plus grand que phi 1, rond, etc., rond phi n de n. Donc la fonction phi, elle est strictement croissante. Et ce que je veux montrer aussi, c'est que toutes les sous-suites f phi n de xk convergent. Et pour ça, je remarque que si je fixe n'importe quel k, et si je me restreins au n supérieur ou égal à k, eh bien, phi de n, c'est phi 1, rond, etc., rond phi n de n. Mais je peux couper ça en deux. Regardez d'abord jusque k, donc c'est phi 1, rond, etc., rond phi k. Appliqué à quoi? À phi k plus 1, rond, etc., rond phi n de n. Et donc, f phi n de xk, c'est une suite extraite de f phi 1, rond, etc., rond phi kn de xk. C'est des éléments particuliers de cette suite-là. Et donc, comme cette suite-là converge, cette suite-là aussi converge, puisque c'en est une suite extraite. Et donc, j'ai bien obtenu ce que je voulais avoir dans la première étape. J'ai construit une application phi de n dans n strictement croissante, telle que pour chaque cas, f phi n de xk converge. Deuxième étape, maintenant, on va démontrer que la suite f phi n est de Cauchy. Eh bien, j'y vais, je vais utiliser des quantificateurs, je vais considérer un epsilon positif. Et je vais d'abord remarquer que pour chaque cas, la suite f phi n de xk, comme c'est une suite qui est convergente, elle est en particulier de Cauchy.
Et donc il existe un nk dans n étoile, tel que pour tout n et m supérieur ou égal à nk, bah, j'ai f(n) de xk moins f(m) de xk qui est plus petit que epsilon. J'observe maintenant que la suite f(n) est uniformément équicontinue, puisqu'elle est contenue dans A, qui est une partie uniformément équicontinue. Donc pour mon epsilon qui a été fixé, je sais qu'il existe un delta, tel que pour tout n plus grand que 1, pour tout xy dans x2, si la distance de x à y est plus petit que delta, alors le module de f(n) de x moins f(n) de y est plus petit que epsilon. Je sais enfin que par densité de la suite xk, bien x, c'est contenu dans la réunion, pour k égale 1 plus l'infini, des boules de centre xk et de rayon delta. Ce delta qui est ici. Et là, à nouveau, je vais utiliser la compacité. Et comme je sais que grand X est compact, bien en fait, de ce recouvrement ouvert, ici, je peux extraire un sous-recouvrement fini. Donc, il existe un grand K tel que X est contenu dans l'union pour K égale 1 jusqu'à grand K des boules de centre XK et de rayon delta. Bon, ben à nouveau, en fait, ici, je vais considérer un grand N qui va être le maximum des NK. Donc, grand N, c'est le maximum de N1, N2 jusqu'à N grand K. Et on considère X dans grand X. Eh bien, si je prends X dans grand X, il y a un K entre 1 et grand K tel que X est dans la boule de centre XK et de rayon delta, à cause de cette inclusion ici. Et maintenant, si je prends N et M supérieur ou égal à grand N, eh bien, je vais en fait pouvoir démontrer que f(n) de x moins f(m) de x, en valeur absolue, en module, c'est plus petit que 3 epsilon. Pourquoi? Je fais à peu près le même découpage que tout à l'heure. Je passe par f(n) de xk et f(m) de xk. J'utilise l'inégalité triangulaire. Et cette partie-là, f(n) de x moins f(n) de xk, bah, elle est plus petite que epsilon. C'est ce epsilon-là. Bien, pourquoi ici? Parce que bah, la distance de x à xk, elle est plus petite que delta, puisque x est dans la boule de centre xk et de rayon delta. Ensuite, ici, f(n) de xk moins f(m) de xk, bah, ça c'est plus petit que epsilon aussi, mais c'est ce epsilon-là. Pourquoi? Bah, parce qu'ici, j'ai choisi n et m plus grand que grand N, donc en particulier plus grand que nk, et donc je peux utiliser cette propriété-là. Enfin ici, le module de f(m) de xk moins f(m) de x, il est inférieur ou égal à epsilon, et c'est ce epsilon-là. Hein. Pourquoi? Parce que la distance entre x et xk est plus petite que delta, et donc bah, c'est la propriété ici d'uniforme équicontinuité. Terminons cette vidéo par quelques compléments. On va commencer par la démonstration du lemme qu'on a admis au départ, et qui est très important. Ce lemme qui nous dit que si x est un espace métrique compact, il existe une suite xk d'éléments de x qui est dense dans x. Autrement dit, dans un espace métrique compact, il y a une partie finie ou dénombrable qui est dense. La preuve est assez simple en utilisant la compacité. D'abord, si n est plus grand que 1, on sait que x, c'est contenu dans l'union, pour x dans grand X, des boules de centre x et de rayon 1 sur n. Par compacité de grand X, on peut trouver une partie dn incluant x finie, telle que x est contenu dans l'union pour x appartenant à dn des boules de centre x et de rayon 1 sur n. Et on va poser d, c'est l'union de dn pour n supérieur ou égal à 1. Et donc d, c'est l'union dénombrable de parties qui sont toutes finies, et d est lui-même fini ou dénombrable. De plus, d est dense dans x. En effet, si je prends y dans x et delta positif, bah, je peux trouver un n plus grand que 1 tel que 1 sur n est plus petit que delta, et je peux trouver x dans dn, donc dans d, tel que y appartient à la boule de centre x et de rayon 1 sur n. Puisque 1 sur n est plus petit que delta, ça me dit que y est dans la boule de centre x et de rayon delta, et ça c'est équivalent à dire que x est dans la boule de centre y et de rayon delta. Donc si je prends n'importe quelle boule en fait, je peux trouver un élément de grand D qui est dans cette boule, c'est bien dire que D est dense dans X. Enfin, dans cette vidéo, on a donné un énoncé du théorème d'Ascoli pour les fonctions à valeur dans C, mais en reprenant la même preuve, on peut donner une version pour les fonctions à valeur dans un espace métrique complet. Donc précisément, si je considère X un espace métrique compact, Y un espace métrique complet, et A une partie de l'ensemble des fonctions continues de X dans Y,
alors dire que l'adhérence de A est compacte, c'est équivalent à dire que A est équicontinu, et que pour tout x dans grand X, les ensembles A de x ici, alors il faut un petit peu plus fort que borné ici, il faut dire qu'ils sont relativement compacts. Si vous reprenez la preuve de B implique A, vous comprendrez pourquoi il faut que ces ensembles-là soient relativement compacts. Voilà, c'est tout pour la preuve du théorème d'Ascoli. Après, pour bien comprendre ce théorème, je pense qu'il faut s'exercer à l'appliquer dans des cas concrets. Et pour ça, je vous invite à visiter notre site BibMath pour trouver de nombreux exercices sur le théorème d'Ascoli. Bye bye.